Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais ouvrir avec vous des colis eBay de matériel informatique IBM du milieu des années 90. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, alors ne perdons pas de temps et commençons tout de suite par le premier paquet. Alors on va commencer par ouvrir l'unité centrale, l'ordinateur. Bon, au moins c'est bien empaqueté. Bon, c'est plutôt bien protégé. Ok. L'ordinateur que j'ai choisi est un IBM Personal Computer 100. J'ai choisi ce modèle car il est dans la lignée des ordinateurs IBM des années 80 et porte d'ailleurs le même nom que le premier ordinateur IBM grand public. Le PC IBM de 1981 a été un tel succès que le terme PC est encore utilisé aujourd'hui de manière générique pour désigner un ordinateur. Après, tous les modèles suivants ont aussi été historiques à leur manière, car ils ont chacun établi de nouveaux standards qui ont été tous repris à l'époque par les autres constructeurs en vendant des ordinateurs comme étant compatibles IBM. Alors cet ordinateur en particulier date de 1996 et est équipé d'un Pentium 1 100 MHz. Ce qui est je pense un bon compromis car mon but est de rejouer au jeu MS-DOS datant de la fin des années 80 jusqu'au fin des années 90. Un processeur trop puissant ne serait pas compatible avec les jeux les plus anciens et à l'inverse, un processeur trop lent bien sûr ne permettrait pas de jouer aux jeux de la fin des années 90. Alors je sais, le processeur n'est pas le seul élément à prendre en compte, il y a aussi la carte graphique et la carte son. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo mon choix de tous ces composants au fur et à mesure que j'ouvrirai les paquets. Bon, donc on va ouvrir l'ordinateur. Donc c'est super important d'ouvrir l'ordinateur avant de l'allumer pour la première fois pour être sûr que rien n'a été déplacé lors du transport. Donc là on vérifie bien que le switch est bien sur 230 volts, donc c'est bon. On va enlever ça. On le nettoiera après l'ordinateur de toute façon. Donc là, ça doit être ces grosses vis principales. Donc ça, c'est les vis pour l'alimentation. Ça doit être la vis qui doit maintenir le boîtier. Ça s'ouvre par l'avant. Donc a priori, il n'y a qu'une seule vis. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est branché? Donc ça, c'est le câble IDE. Donc vers le lecteur de CD-ROM, l'alimentation. Ok, le switch. Ok, il fonctionne. Le switch est bon. Donc le câble IDE est bien branché, ça c'est pas un problème. Ça c'est le câble du lecteur de disquette IDE qui est branché sur la carte mère aussi, il est bien enfoncé. Et lui c'est le câble du disque dur. Alors là par contre ces cartes là j'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Avec des câbles qui sortent. Alors on voit ici que la carte elle a été déplacée pendant le transport, on voit qu'elle est sortie. Bon, dans un premier temps je vais l'enlever parce que je sais pas ce que c'est, je pense que c'est pas nécessaire au fonctionnement de l'ordinateur. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, dans les commentaires, si vous savez ce que c'est, merci de me le dire et quelle utilité ça peut avoir. Je pense que dans un premier temps, c'est pas utile, donc je vais pas la mettre parce que le but, ça va être d'utiliser donc là, c'est un port PCI et là, c'est des ports ISA. Donc je vais brancher ma carte son sur un port ISA et la carte vidéo sur le port PCI, donc ça bloquait l'espace, donc de toute façon, je vais l'enlever. Alors là, maintenant, on peut voir donc les barrettes de RAM. OK, bon, elles sont bien installées. OK, elles ont pas bougé. J'arrive pas à voir combien. OK, est-ce qu'on voit combien c'est de RAM? Bon, on le verra au moment du démarrage. Là, c'est le processeur, donc c'est avec un refroidissement passif, il n'y a pas besoin de ventilateur. C'est un Pentium 1 100 MHz. Donc tout est bon, tout a l'air branché. Et c'est relativement propre aussi à l'intérieur. Là, il y a la batterie du BIOS, en espérant qu'elle soit toujours bonne, mais bon, au pire, c'est facile à changer. Ah là, il y a une date. 1900... Je vais tourner l'ordinateur. 29 août 1996. Bon ben voilà, c'est ce que je disais au début, voilà, c'est un ordinateur 95-96. En tout cas, c'est assez propre, il y a juste un petit peu de poussière, donc je vais enlever ça. Et après, on va pouvoir le brancher et pouvoir le tester.
Bon, c'est très propre, hein. Il y a à peine besoin de passer l'aspirateur. Ok, bon, bah, c'était à peine nécessaire. Juste enlever la poussière. Parfait. La première chose que j'ai remarqué aussi, c'est ce lecteur CD-ROM 48X que je trouve pas très beau et surtout pas du tout adapté avec l'époque de l'ordinateur. Et même, il est pas de la même couleur aussi, beaucoup plus clair. Je sais pas trop de quelle année il est. L'étiquette, là, la date est cachée certainement par le boîtier. Et du coup, je vais le remplacer par ce lecteur CD-ROM 24X qui est d'une couleur un peu plus beige, donc ça matche un peu plus au look de l'ordinateur et aussi un peu plus adapté à l'époque du PC. Voilà, c'est un lecteur CD-ROM un peu plus ancien. Voilà, on voit la date, January 98. Donc c'est une update plausible avec cet ordinateur qui aurait pu être faite au bout d'un an. Alors dans un premier temps, avant de dévisser ça, je vais plutôt enlever déjà aussi le câble IDE. Voilà. L'alimentation. Bon, super, ça s'enlève facilement. Ok, la deuxième vis. Alors là, est-ce que j'accède facilement? Elle est un peu cachée. Je vais essayer avec une rallonge. Bon, je vais essayer avec le tournevis standard. Oh. Ok, c'est pas facile d'accès. Ok, c'est bon, ça s'enlève. Sinon, il faudra enlever l'interrupteur. Mais bon, c'est accessible. Voilà. Bien faire attention aussi de ne pas perdre les vis. Alors, est-ce qu'il n'y a que deux vis? Maintenant, on va voir. Donc, ah oui, non, c'est bon. Donc, il s'enlève. Et lui, il était de quelle année? 99. Ah bon, ça va. C'était. Ah oui, comme quoi les vitesses, ça passait de 24 à 48 en ne serait-ce qu'un an. Bon, c'est un peu trop récent, mais le look était un peu trop récent à mon goût. Alors là, il faut faire attention. Il y a le jumper ici. Il est mis. Slave. Alors, comment ça marche ça déjà? Est-ce que lui, il a un jumper déjà? Alors oui. Ah bah c'est écrit Cable Select Slave Master. Donc lui, il est en Master. Donc ça, c'est pareil. Donc Master. Donc on va laisser le jumper à la même place. C'est parfait. Alors, on va le mettre comme ça. Parfait. Et donc la deuxième vis, qui est plus difficile à mettre. L'ergonomie des ordinateurs à l'époque n'était pas excellente. Aujourd'hui, avec les nouveaux boîtiers, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a même plus besoin de visser. Mais là, les vis sont cachées. Pour lui, c'est pas le pire que j'ai vu. Ça va, ça reste encore accessible. Il faut juste un peu de patience. Ok, super. Bon, ça c'est fait. Maintenant, je rebranche le câble IDE. Voilà. Et l'alimentation, c'était celui-là. Rentrer. Oui, parfait. Alors, on va passer donc maintenant à l'ouverture de l'écran. Il a l'air bien emballé parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience à recevoir un écran cathodique par eBay. Le plastique est arrivé cassé lors du transport. Donc voyons voir. Ok, bon, deuxième fois à l'envers. Alors, comment on va ouvrir ça? Aïe. Eh mince. Oh là là, là il est même presque pas utilisable. Oh là là, il est cassé de tous les côtés. Regardez ici aussi. Et oui, donc là, mauvaise surprise. Je viens d'ouvrir l'écran et il est complètement cassé. C'est vraiment dommage. C'était un très bel écran IBM. Mais là, je vois pas comment il peut être utilisable. C'est même peut-être même dangereux. Bon, ben, j'ai sorti mon écran de secours. Bon, c'est pas un écran IBM,
Malheureusement, je voulais avoir un peu un setup uniquement IBM. Lui, j'avais eu la même mésaventure, mais bon, c'était le plastique qui avait légèrement cassé lors du transport, mais l'écran est entièrement fonctionnel. Du coup, on va pouvoir quand même poursuivre le projet. Donc, je vais continuer à déballer le reste. Normalement, j'imagine, vu la taille du paquet, ça doit être le clavier que j'ai commandé, donc un clavier IBM Model M. C'est un clavier encore très recherché aujourd'hui grâce à ses touches mécaniques. Voilà. Waouh, génial. Bon. Ah oui, il n'est pas léger le clavier, hein. Génial. Bon, il est en super état. Alors, Made in USA, Model M, IBM Corp 1984. Waouh. Non, lui, il a été construit le 8 septembre 92. Ah oui, ça fait bien un bruit de touche particulier. Oui, ça fait pas du tout le même bruit de touche que les claviers modernes. Voilà. Bon, le câble PS2 du clavier est branché. Alors, sans prendre la place, hein. Et j'ai réussi à trouver aussi un nouveau stock, en fait, un new old stock, d'une souris PS2, pareil, sortie à peu près de la même époque que ce clavier. Cette souris est sortie en 1987, avec l'apparition des IBM PS2, qui a créé d'ailleurs le nom du port souris PS2 et clavier. Avant, c'est des ports série. Et donc, normalement, c'est une souris neuve, c'est un modèle neuf. Donc, ce modèle, je ne sais pas s'il est exactement de 1987, mais je crois que ça a été produit jusqu'en 1994, si je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas la date sur la souris. Mais bon, c'est fin années 80, début 90, ça c'est sûr. Et c'est génial, la souris est neuve. Il y a encore le plastique de l'époque avec le produit pour éviter l'humidité. Je ne sais pas si la souris est très ergonomique, mais c'est vraiment le style de l'époque. C'est exactement la même couleur que le clavier. Bon, c'est super. Et c'est le port PSE. Donc je vais la brancher tout de suite aussi. Et aussi le tapis IBM avec le logo IBM en anglais. Et je pense que ça va très bien aller ensemble avec cette souris. Voilà. Alors, petite interruption concernant ce tapis souris IBM. Je l'ai réalisé moi-même sous Photoshop. Alors, si vous avez envie d'avoir le même chez vous, je mettrai en lien sur le site internet myretrogamingroom.website le fichier JPEG qui m'a permis de le faire imprimer. Alors après, vous pouvez utiliser n'importe quel site internet d'impression. Moi, personnellement, j'ai utilisé vistaprint.fr où il y a un service d'impression de tapis souris. Donc, si vous téléchargez le fichier, il sera automatiquement à la bonne taille. Vous aurez juste à retourner sur le site Vistaprint, par exemple, ou un autre. De toute façon, ce sont des tailles standards de tapis. Et vous pourrez le faire imprimer et le commander. C'est pas cher du tout. Et le rendu est vraiment super. Voilà. Donc, désolé pour cette petite interruption. Et je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Voilà, parfait. Bon, ben, ça va être le premier test. On va essayer d'allumer l'ordinateur. Donc, on va tout brancher. Voilà. Et le courant aussi. Alors, tout est branché. Donc, test numéro 1. Alors, déjà, on allume l'écran, le moniteur. Bon, ça, c'est bon signe. Et attention, démarrage. On va voir. Généralement, s'il y a un problème, on va entendre des bips. Ok, c'est bon signe. IBM. 32 MB de mémoire. Ah oui, donc c'est en italien, parce que l'ordinateur vient d'Italie. J'ai le CD-ROM Windows 95 en anglais, donc normalement on va pouvoir faire la mise à jour de la langue.
Alors, bon, ça doit être la résolution qui était pas bonne pour l'écran. Ok, bon là on peut rien faire. Peut-être, alors essayer de démarrer en sans échec, ça peut être... bon, je vais redémarrer. Est-ce que je peux l'éteindre comme ça? Non, impossible. Bon, essai numéro 2. Bon, on va redémarrer, on va essayer de redémarrer en mode sans échec. Euh, Normalement c'est F8 au moment du démarrage de Windows. Ok. Bon, c'est en italien. Alors, on va essayer de deviner quel mode. Utiliser Conferma 3. Modalita. Ok, on va essayer celui-là. Ok, bon, ça c'est parce que je ne l'ai pas arrêté correctement. Il va refaire un scan disque. Génial. Donc là, c'est le mode sans échec. Je soupçonne que ça soit un problème de résolution. On va descendre au plus bas, 640 par 480. Bon, on va mettre 65 000 couleurs. Appliquer. Oui. Génial. Donc là, ok, bon, on a mis Microsoft 95, donc la résolution fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je pense que tout a été remis à neuf. Microsoft Net Meeting, Internet Explorer. Internet Explorer 3.0, 95-96. Alors, on va essayer de changer la langue maintenant. On va essayer de le mettre en anglais. Donc pour ça, j'ai commandé le disque Windows 95 en anglais. Ah, bon, ben la boîte. Le disque, et normalement il y a Microsoft Works aussi avec. Donc, normalement, une fois qu'on fait une installation de Windows 95 dans une langue, on ne peut pas la modifier. Alors normalement, il faut pouvoir avoir le disque dans l'autre langue. On va voir ce qu'on peut faire avec le disque. Donc Windows 95 Tour. Hoover. Ah oui, ça c'est le jeu qui est un jeu 3D de voiture qui était de démonstration. On le testera après. Add Remove Software, j'irai là-dessus. Ah, Supporto Multilingue, j'imagine que c'est ça. Ok, donc appliquer. Bon, on va voir. Je ne sais pas si en mettant gestion multilangue, si ça peut, si on peut rajouter d'autres langues. Alors, moi j'imagine qu'il demande de redémarrer l'ordinateur, donc on va dire oui. Bon, ça, on va dire. Alors maintenant, j'imagine qu'il faut aller dans les paramètres. Vu qu'on a installé le système multilangue, alors ça doit être ici. Ah voilà. Ah voilà, English, Canada, on va mettre États-Unis. Si, on va voir. Bon, c'est encore en italien, donc c'était pas ça. Bon, pour vous résumer un peu la situation, pour le moment, toutes mes tentatives pour changer la langue de Windows 95 ont été infructueuses. Alors je vais un peu vous résumer la suite, car j'ai au final littéralement passé des heures à installer la version anglaise de Windows 95. À la base, je pensais que ça allait être une tâche assez simple, mais ça s'est révélé malheureusement tout le contraire. Bon, du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu que ça n'était malheureusement pas possible de simplement changer la langue de Windows 95 avec le service multilangue. Il fallait en fait réinstaller tout Windows par-dessus avec mon nouveau CD-ROM, ce qui en soi n'est pas un problème. Ça aurait dû être aussi une tâche très simple et très rapide. Mais j'ai eu encore plein d'autres problèmes.
Alors, dans un premier temps, j'ai réinstallé MS-DOS 6.22 en anglais, ce qui a sûrement été une erreur, car au final, j'ai dû détruire quelque chose dans le registre et je ne pouvais plus démarrer Windows. Alors aussi, je n'avais plus aucun accès au lecteur CD-ROM pour lancer l'installation de Windows. J'ai du coup été obligé de formater le disque dur C, réinstaller MS-DOS, pareil, encore impossible d'accéder au lecteur CD-ROM. Bon, ouais, j'ai bien paramétré dans le BIOS la prise en charge CD-ROM au démarrage. J'ai même gravé une version plus récente de Windows 95 avec sa disquette de démarrage. Rien à faire. J'ai pas d'explication. J'ai essayé 2 disquettes de démarrage. Pareil, impossible de booter dessus et de lancer l'installation. J'ai même eu l'idée d'essayer d'installer Windows 3.11. Après, en installant aussi la prise en charge du CD-ROM, en modifiant les fichiers autoexec.bat et config.sys. Ça n'a pas marché non plus. Alors là, par contre, en explication, en revoyant mes enregistrements, je pense que je me suis trompé dans la syntaxe. Alors, bien évidemment, je ne connaissais pas du tout les paramètres à écrire dans les fichiers autoexec.bat et config.sys. Je les ai recopiés d'un site internet, mais je pense que je me suis trompé en tapant le chiffre 1. En fait, ça aurait dû être la lettre L à la place. Ça permet de déterminer le nom du lecteur CD-ROM. Mais ça, sur le moment, je ne le savais pas. Enfin bref, à ce moment, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais dans le désespoir, j'ai tenté de démarrer l'ordinateur avec une disquette de démarrage de Windows 98. Et là, par miracle, ça a ouvert un menu me permettant de démarrer l'ordinateur avec la prise en charge du CD-ROM. Et en fait, c'est ce qui a permis de débloquer la situation et de finalement pouvoir installer Windows 95, cette fois-ci en anglais. Bon, comme j'ai déjà suffisamment passé de temps sur cette étape, passons directement à l'ouverture des colis suivants. Et cette fois-ci, je vais vous présenter mon choix de carte graphique et de carte son afin de pouvoir finalement les installer et les tester. Alors, la prochaine boîte à ouvrir, bon, je l'ai déjà ouverte, donc je sais ce qu'il y a dedans, c'est la carte vidéo. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, la carte, c'est une carte S3 Virge GX avec 4 MB de mémoire. Donc là, on voit, c'est la sortie VGA et c'est avec un port PCI. Et donc j'ai choisi cette carte parce qu'a priori, d'après les commentaires sur internet et certains sites web, c'est l'une des cartes avec la meilleure compatibilité pour les jeux DOS. C'est l'une des premières cartes aussi, on voit elle est de 1997. C'est l'une des premières cartes avec accélération 3D. A priori, on peut faire tourner Tomb Raider qui était sur PlayStation 1. A priori, cette carte permet aussi de faire tourner voilà, Tomb Raider sur ordinateur, la version PC. Mais sinon, elle est extrêmement compatible avec tous les jeux DOS. On peut jouer, ça doit faire tourner Duck Nukem 3D, Doom et les anciens jeux aussi. Donc, je vais l'installer tout de suite sur le port PCI. Alors, une chose aussi très importante, avant d'installer la carte graphique, il faut vérifier le manuel de la carte mère. Et donc là, je l'oriente de la même manière. Et comme la carte vidéo est intégrée à la carte mère, il y a un jumper. On peut voir ici le jumper 26. Voilà, le jumper numéro 26, Onboard VGA. Donc ça, c'est pour la carte graphique. Et il est situé ici. Exactement. Donc si on l'oriente de la même manière, ça devrait être le jumper que l'on voit ici. Donc j'imagine, vu qu'on a la carte vidéo intégrée, installée, il suffit de retirer le jumper pour pouvoir installer une carte PCI. Donc ça, c'est la première chose à faire. Celui-là, voilà. Le mettre en lieu sûr. Et maintenant, pouvoir installer la carte PCI. Donc là, c'est le port PCI. C'est là où il y a le plus de place. Il y en a un de l'autre côté, mais ça va être un peu difficile à le mettre. Ok, parfait. Alors, il me faut une vis. Alors, je dois avoir ça. Voilà, la carte vidéo est installée. Bon, ben, on va la tester tout de suite avant d'installer la carte son. Tout de suite vérifier que ça marche et installer les drivers. Ouais, ça marche.
S3 Nitro 3D, elle a été détectée tout de suite. Alors, nouveau périphérique trouvé. Alors, next. Voilà, S3 Virge DXUX. Finish. Voilà. Alors oui, on redémarre. Oups. Oula, là il y a un petit souci. Alors, vérifions. Ok, 640. Ok, ouais, ça a dû être en trop haute résolution. On va laisser en 640 par 480, 16 bits. Voilà. Ah mince. Ah super, ça a marché. Ok. Propriété, settings. Ok, il veut pas aller plus haut. Ah non. Ah, et c'est l'écran d'ordinateur qui peut pas aller plus haut. Normalement ça va revenir. Au bout de 15 secondes. Bon voilà, là ça remarche. Du coup, je vais plus trop toucher. Je vais laisser la configuration telle quelle. Donc 256 couleurs et une résolution de 640 par 480. Dans un premier temps, ça sera parfait. De toute façon, pour jouer à des jeux MS-DOS, il n'y a pas besoin de plus. Et du coup, je vais passer donc à la suite, au colis suivant, c'est-à-dire la carte son. Autre colis. Bon, ça, je me demande... Je pense que ça doit être la carte son, mais ça me paraît bizarre. C'est sur un gros colis. Alors, on va l'ouvrir. Génial. La carte son que j'ai choisie est une Sound Blaster AWE64. L'avantage de ce modèle est de se brancher au port ISA de la carte mère, ce qui est fortement recommandé en termes de compatibilité pour les jeux MS-DOS. L'autre gros avantage aussi est que cette carte son est rétrocompatible avec les cartes Sound Blaster AWE32, dont certains jeux utilisent la fonction, mais surtout avec les cartes Sound Blaster 16 qui étaient compatibles avec la plupart des jeux de la période que je recherche. C'est vraiment une super carte son et du coup passons à la suite car j'ai vraiment hâte de la tester. Alors voilà, je vais essayer de l'installer donc sur le port ISA en dessous de la carte vidéo. Il y a un slot de libre, il y a assez d'espace entre les deux, oui, donc ça devrait pas trop chauffer. Alors c'est pas évident à voir. Voilà. En plus ça tombe très bien la carte comparée à la AWE32 qui est beaucoup plus longue. Elle aurait été juste au-dessus du CPU, donc c'est pas mal du tout. Elle est beaucoup plus courte. Alors par contre c'est pas évident à insérer. Ah voilà, ça y est.
Donc là, elle est bien rentrée. Pareil, remettre une vis. Voilà, parfait. Alors maintenant aussi, il faut installer le câble qui se connecte vers le CD audio pour le son CD. Alors, donc là maintenant qu'on a installé la carte Sound Blaster 64, il faut juste connecter le câble audio vers le CD-ROM. Alors là, il y a deux embouts. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Branché ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Est-ce que ça va pas toucher le processeur ici? Parce que ça peut chauffer un petit peu, alors est-ce que c'est judicieux de le mettre là? Bon là ça devrait plus toucher, voilà. Bon, pour revenir sur le câble audio, je viens de m'apercevoir d'un truc ici. Je vois que le support du couvercle est légèrement surélevé ici. Alors je me demande, pour éviter que ça touche le refroidisseur du processeur, parce que c'était assez chaud hier, j'ai vu, je vais tenter, je vais faire un test, le passer au-dessous, là il y a un creux, et on va voir si ça peut éviter, est-ce que ça aille trop bas. Voilà, on va voir tout à l'heure en refermant, là en même temps, voilà. Bien géré. Alors les câbles dans ces anciens boîtiers, c'est pas évident. Voilà. Hop là. Oui, j'ai oublié de vous montrer, les ordinateurs étaient bien faits à l'époque aussi. Derrière le couvercle, il y a un petit schéma de la carte mère, comme sur le manuel, avec les codes et l'identification des différents jumpers. Voilà, donc c'est pratique si on veut par exemple modifier les jumpers pour changer le processeur. On peut aller de 75 à 133 MHz avec cette carte mère. Et donc il faut changer les jumpers pour changer le voltage du processeur. Donc ça c'est super important à faire aussi avant de modifier le processeur sur ces cartes mères. Ah voilà, ça y est. Donc la vis de l'ordinateur. Bon, c'est pas mal, hein. Bon, ça sera pour un prochain travail sur cet ordinateur, essayer d'avancer un peu le CD-ROM et la disquette, ça touche pas l'avant, mais c'est pas trop grave dans un premier temps. Bon, je vais commencer, je vais nettoyer un petit peu l'ordinateur, prendre des lingettes désinfectantes. Ah mais là le bouton, est-ce que ça touche le power? Ou alors c'est le boîtier, c'est pas les appareils qui sont trop reculés, c'est le boîtier qui est pas assez enfoncé peut-être? Le bouton ne touche pas l'interrupteur derrière. Alors ça c'est étrange. Alors c'est pour ça que la première impression que j'ai eue, que c'était bizarre en fait, que le boîtier ne touche pas l'avant, c'est que ça doit pas aller assez loin. Alors il y a quelque chose qui bloque. Alors ça, si c'est pas le truc qui rentre pas assez, est-ce que c'est le switch ici? Est-ce qu'il serait cassé? Ah non, pourtant c'est bon, ça a l'air bon. On voit qu'il y a une pièce métallique ici, et ça arrive en butée, je peux pas aller plus loin. Donc il est dans sa position, ou alors il faudrait que... Ben non. C'est-à-dire le bouton power ne recule pas suffisamment pour pouvoir appuyer dessus. C'est vraiment bizarre, parce que alors là, il n'y a pas plusieurs positions pourtant, il y a que ça. Bon, après à peu près 45 minutes à essayer de remettre le boîtier, cette fois-ci, ça marche. Le bouton, il est suffisamment rentré. Et là, on voit tout à l'heure, il y avait trop d'espace. En fait, c'était pas les lecteurs qui étaient trop reculés. C'était simplement le boîtier. Il fallait vraiment forcer. Il y avait une encoche pour que ça passe dedans. Donc là, du coup,
juste remettre ça. Là, ça bougera plus. Super. Bon, bah donc, on va mettre l'ordinateur ici. On va mettre l'écran par-dessus. Ok, je vais ouvrir le dernier paquet parce que ça va être les haut-parleurs. Donc pour tester notre carte son, on va avoir besoin des haut-parleurs. Speaker. Voilà. Ah, le bouton on-off est derrière. Ok. Et ça, ça va aller sur la sortie carte son. Un peu le clavier aussi. Bon, c'est vraiment un nettoyage superficiel, mais au moins ça désinfecte un peu les touches parce que bon, ça c'est pas très hygiénique. Bon, allumage. Bon, il s'allume, on n'a rien cassé pendant le réassemblage. Bon, l'écran il fait toujours ça. Ça, il va falloir que je règle ce problème. Après, c'est bizarre parce que ça le fait et après ça s'arrête. Ouf, ça fait mal aux yeux. Bon, on va essayer de... Oh. C'est quoi ce truc? V-Sync, V-Hold, Horizontal Shift. Avec quoi? Il faut un mini tournevis. Pas l'image. Ah. Ah, ok, ça déplace, ok, ça déplace l'image de manière horizontale. Ah, ça y est. Ok. Ok, bon, je vais laisser comme ça. Je vais pas toucher plus. Au moins, on a quelque chose. Génial, ça installe. Je vais mettre un peu de volume au cas où. Windows 95 CD-ROM. Waouh! Incroyable, ça marche. Sound. Il a détecté, c'est bon. Creative. C'est super. Alors, je vais juste essayer d'installer un fond d'écran IBM. Ah, voilà. IBM. Génial. Alors, on va essayer 2 jeux, au moins. Je vais dans un premier temps installer Transport Tycoon. On va voir si le son fonctionne. Alors là, c'est donc Sound Blaster 16, c'est compatible avec ça. Bon, Sound Blaster 32, donc ça va être compatible avec ça normalement aussi. Ok, quitter programme, retourner au DOS. Tycoon, moment de vérité. Génial. Waouh! Incroyable son.
son rend vraiment bien, hein. On va essayer une nouvelle partie juste pour commencer, pour voir. Tout marche. Incroyable, ça marche super bien. On peut changer les musiques. Génial. Bon, tout marche. Génial. Bon, ben tout marche. Alors, on va retourner au DOS. Ok, parfait. Maintenant, on va installer Duck Nukem 3D. Duck Nukem, je pense que sur un Pentium 100 MHz, ça devrait aller. Ah, il y a aussi Duck Nukem 1, Duck Nukem 2, Duck Nukem 3D. Waouh! C'est génial aussi de taper sur un IBM modèle M, ça change tout. C'est incroyable. Peut-être régler un peu le son des effets spéciaux, c'est un peu fort par rapport à la musique. Option. Inside, Climate, Sounds. Voilà. Ah, ça marche nickel. En fait, je pense que c'est parce que... Ah voilà, ça joue pas avec la souris, ça joue comme ça. Main gauche, main droite. Par où on rentre? Ah, là, il y a un mur qui peut exploser. Je sais qu'il y a un endroit où il faut aller là-haut. Enfin bref, bon, je sais plus comment je vais faire que j'y rejoue. Bon, super, bon, c'était pour tester, hein, je jouerai plus. Yes. Bah, j'ai installé Duck Nukem 2 dessus. Waouh. Ah, le son, c'est génial.
Comment on fait pour tirer? Si je sais pas tirer, je vais me faire tuer tout de suite. Ok, ça c'est pour sauter. Ah voilà. Ah, je suis nul. Je me... Donc un peu plus vite. Oups. Oups. Bon, je suis pas très bon. Bon, bah, c'est superbe. Alors je suis vraiment satisfait du résultat final, hormis bien évidemment l'écran qui est arrivé malheureusement endommagé lors du transport. Mais du coup, ça sera l'occasion de refaire une nouvelle vidéo car j'ai d'ores et déjà commandé son remplaçant, qui est bien évidemment un modèle IBM, et en espérant que cette fois-ci il arrive intact bien sûr. Mais sinon, pour le moment, c'est vraiment déjà super. Je pense avoir rempli mon objectif qui était de recréer un ordinateur MS-DOS. Mais bon, j'ai malheureusement pas trop eu le temps de tester plus de jeux pour vérifier encore plus la compatibilité. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon choix en termes de composants, et dites-moi si vous auriez choisi autre chose. Je pourrais peut-être faire à l'avenir d'autres tests, par exemple avec une carte Voodoo 3D fixe. En tout cas, ce projet m'a aussi fait réaliser qu'on est vraiment gâté avec la technologie aujourd'hui. Il y a 25 ans, c'était pas aussi simple de configurer un ordinateur. Aujourd'hui, tout est plug and play, il n'y a presque plus rien à visser dans les boîtiers, pas de jumper à régler, pas de fichier autoexec.bat ou config.sys à réécrire. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment un projet très fun. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, encore merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur le site myretrogamingroom.website. Vous aurez plus d'informations sur cette vidéo. Par exemple, le fichier JPEG pour réimprimer chez vous le tapis souris. Et aussi le fond d'écran IBM et d'autres informations aussi que je mettrai sur le site et pour les autres vidéos. Encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.